Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le jeudi 7 mai. Dans l'actualité aujourd'hui, retour sur le 8 mai 1945, une date clé pour l'histoire de la France et surtout une signature qui s'est déroulée en présence d'un Vendéen représentant alors la France. C'est en effet le maréchal Delattre de Tassigny qui a signé la capitulation de l'Allemagne. La filière bovine est en crise, les prix baissent et l'inquiétude des éleveurs grandit. Ils viennent donc bloquer l'abattoir de La Roche-sur-Yon en espérant ainsi interpeller le gouvernement. Enfin, découverte d'une nouvelle discipline, le Wake Park, un site où les passionnés de la glisse pourront s'adonner à une pratique alliant le surf et le téléski. Et on débute donc ce journal avec ce moment de l'histoire, ce 8 mai 1945 où l'Allemagne capitule. C'est alors officiellement la fin de la Seconde Guerre mondiale. La signature de la capitulation se fait évidemment en présence des Alliés. Et celui qui représente la France n'est autre que le Vendéen, le maréchal Delattre de Tassigny. Il est en effet envoyé par De Gaulle pour signer. 70 ans plus tard, la rédaction de TV Vendée vous propose de revivre l'instant en nous rendant d'abord dans la commune natale du maréchal pour y découvrir des images inédites. Retour sur les faits avec Grégoire de Châtillon. Vous avez décidé la guerre totale, la victoire totale. Ils ont fait la défaite totale et la capitulation totale. Il se trouve en fait que nous avons acheté à l'instant des images d'actualité du 10 mai 1945 à l'INA. 2 minutes 30 d'archives pour une signature historique qui met fin à la Seconde Guerre mondiale. Et là, pour la première fois, on a un déroulé quasiment, qui est important, le déroulé, et entre autres l'arrivée de Delattre. Voilà, la signature. La signature, c'est un destin qui se ferme. Dans la chambre natale du signataire français de la capitulation allemande, des albums personnels, parmi ceux-là, celui du 8 mai 1945. Donc on retrouve la salle de signature, et puis là on retrouve les photos officielles, entre guillemets, de Jean Delattre qui est en train de signer, ainsi que là avec une dédicace. Dans son ouvrage « Histoire de la première armée française », Jean Delattre consacre tout un chapitre au 8 mai 1945. C'est le seul chapitre où il s'exprime à la première personne. Le livre ne se trouve plus dans le commerce. Il va être très prochainement réédité par l'Institut vendéen Clémenceau Delattre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un historien, M. Martel, va le contextualiser pour 2015. Donc on aura une préface de 17 pages nouvelles qui permettent au public actuel de comprendre ce livre-là qui a été écrit en 1949. Héros de la Seconde Guerre mondiale, l'homme est populaire. Quelques mois avant cette signature historique, en février 1945, le général revient quelques jours sur ses terres vendéennes. Et là, déjà, il est accueilli comme un héros. On voit les banderoles à Cheffoy, à la Châtaigneraie, à Chantenay, à Mouilleron-en-Parais. Héros, vive le héros, etc. Donc déjà, il est rentré dans l'histoire puisque c'est lui qui a fait le débarquement de Provence et qui est arrivé jusqu'en Autriche. Le 8 mai n'est que la consécration que lui offre De Gaulle. Un 8 mai relaté dans la presse locale de l'époque. On peut alors lire dans l'hebdomadaire La Vendée Libre, organe officiel du comité départemental de libération, que des milliers de personnes envahirent les abords de la place Napoléon pour écouter l'allocution du général de Gaulle, diffusée par des haut-parleurs. Et rappelons que ce Vendéen n'est pas le seul à avoir marqué l'histoire. Alors on vient de l'entendre, le maréchal Delattre de Tassigny est né à Mouilleron-en-Parais et a signé la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais avant lui, un autre Vendéen de l'histoire est né à Mouilleron-en-Parais. Il s'agit bien sûr de Georges Clémenceau qui a signé quant à lui la fin de la Première Guerre mondiale. Quel avenir pour la ligne SNCF Nantes-Bordeaux? Les usagers sont inquiets pour cette ligne qui dessert notamment le sud Vendée. Ils se sont donc fait entendre ce jeudi après-midi devant la préfecture à l'occasion de la réunion du comité de pilotage du projet de modernisation de la ligne. En effet, la voie est en mauvais état. Le train pourrait donc être amené à ralentir entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle. Et une seule des deux voies pourrait être concernée par les travaux de rénovation. Les usagers craignent donc qu'à terme, cette ligne soit progressivement délaissée. Il faut impérativement conserver les deux voies entre La Rochelle et La Roche afin que le trafic se développe
entre Nantes et Bordeaux, deux grandes métropoles qui sont appelées en plus à s'agrandir. Bordeaux avec l'arrivée du TGV, la ligne TGV à Bordeaux. Donc, et puis c'est la ligne de la façade atlantique. Le mot d'ordre, c'est donc déjà qu'il y ait effectivement un engagement financier sur des travaux en deux voies. Voilà. Et à l'issue de la réunion, ce comité de pilotage a indiqué dans un communiqué que la remise en état concerne les deux voies de la ligne en deux phases. Des études complémentaires vont être lancées début 2016 pour un démarrage des travaux en 2019. Les études préciseront notamment le coût de cette rénovation. Et les éleveurs bovins se font également entendre. Depuis hier soir mercredi, ils bloquaient l'accès à l'abattoir de la Roche-sur-Yon comme d'autres sites en région. Ils dénoncent la crise que traverse en ce moment leur filière. D'après eux, le prix du kilo a diminué de 60 centimes en 2 ans. Pour maintenir la pression, les éleveurs se sont donc organisés. Depuis près de 24 heures, 150 agriculteurs se sont mobilisés en se relayant devant le site vendéen. Ils annoncent déjà une éventuelle reprise du mouvement dès dimanche soir. On écoute le représentant FDSEA de la section bovine en Vendée. À l'heure actuelle, on n'a plus le prix dans les exploitations. Ça ne couvre plus les charges. Les trésoreries sont pires que dans le rouge. Les gars ont peur de rappeler les banquiers. Ils ne savent pas ce qu'ils vont pouvoir prélever pour élever leur famille à la fin du mois, sans parler de tous les drames sociaux qu'on peut vivre un peu partout en Vendée, mais aussi sur tout le territoire national. Plus légèrement, on va retrouver les jeunes apprentis en exercice grandeur nature. Depuis 3 jours, ils sont 230 jeunes de la région réunis pour le challenge des lycées professionnels. Il s'agit d'une compétition de buggy télécommandée, l'occasion pour chacun de mettre en pratique ce qu'ils ont appris durant leur formation de mécanique. Anne-Lise Vinet les a retrouvés en pleine compétition. Top départ lancé, la course commence. Sous l'œil attentif des pilotes, les engins prennent de la vitesse. Chacun essaie de se faire une place. Une première pour Valentin. C'est pas trop compliqué, à part les autres qui foncent un peu dans le tas, mais ça va. Les premiers accidents apparaissent et comme dans toute compétition de Formule 1, les commissaires de course interviennent immédiatement. Mais pour certains buggy, retour aux écuries pour quelques ajustements. Les secondes sont précieuses, mais Brice garde son sang-froid. On a une roue cassée, donc on l'a changée. Avec mon professeur, on l'a changée. Et puis donc là, elle va être prête pour repartir. Lycéens, enseignants, mais aussi chefs de travaux et d'établissements sont tous intégrés au Challenge Academy. L'objectif, c'est de promouvoir ce qu'on sait faire dans les lycées professionnels. On est capable donc de faire à la fois du char à voile, on est capable de fabriquer des petits buggy. Et c'est un travail assez monstrueux parce que c'est plein de pièces productives, etc. Voilà, c'est un peu montrer notre savoir-faire. Fin de la compétition, les lauréats sont récompensés. Une fierté pour Wilfried, leur enseignant. Je suis content qu'en fait on puisse mener le projet, puis que cette idée-là, de faire quelque chose qui fonctionne, se mette à fonctionner finalement. Ça c'est bien, c'est sympa. Mais je suis content aussi qu'il y ait un peu de compétition avec les autres établissements scolaires. Une compétition sur 3 jours qui a rassemblé plus de 200 élèves issus de 15 lycées sur plusieurs départements. Dans un tout autre genre, le CHD de la Roche-sur-Yon vient de relever un défi de taille. C'est même un record du monde. Alors, il ne s'agit pas d'opération ou de soins, mais d'un relais de lavage de mains. Le défi interpelle, mais ces gestes est essentiel avant chaque intervention. Le 5 mai, plusieurs membres du personnel se sont donc relayés après s'être frottés les mains. Il fallait passer le produit hydroalcoolique à son voisin. En une journée, 463 frictions ont donc été réalisées au CHD de la Roche-sur-Yon. Ce record original est surtout l'occasion de rappeler l'importance de l'hygiène pour éviter les infections nosocomiales. Et décidément, tout est affaire de compétition en ce moment en Vendée, puisque du côté du basket, les filles de la Roche-sur-Yon pourraient bien atteindre le plus haut niveau français. Tout va se jouer ce week-end durant le Final Four, 2 jours de match entre les 4 meilleures équipes. Alors 2015 sera-t-elle l'année des Vendéennes après les échecs en 2011 et 2014 ? Aurélien Huard les a retrouvées juste avant leur départ pour Nice, en plein entraînement bien sûr. Pour la 3e fois, la Roche Vendée Basket accède au dernier carré de la Ligue 2 féminine. 2e de la saison régulière, les Lyonnaises vont jouer le titre et la montée en Ligue avec Nice, Limoges et Dunkerque. Dunkerque, 3e du championnat, sera l'adversaire du RVBC samedi à 20 h en demi-finale.
Un adversaire sur lequel les Vendéennes doivent se focaliser. Beaucoup imaginent les deux favoris, La Roche et Nice, en finale dimanche. Mais l'objectif principal est de battre à nouveau une équipe qui s'est inclinée de près de 30 points il y a 3 semaines à La Roche. Il faut absolument qu'on soit bon sur la demi-finale et qu'on soit très très agressif défensivement pour pouvoir justement faire une bonne demi-finale et surtout ne pas penser à la finale parce que le match le plus important reste la demi quand même. Il faut que tout le monde soit en mode guerrière, qu'on se donne le maximum. On sait que Dunkerque c'est une équipe de shooteuses, c'est la meilleure attaque. Donc il va falloir bien défendre pour réduire leur pourcentage au tir. Plusieurs joueuses du RVBC ont vécu la grande déception du Final Four à Calais la saison dernière. C'est donc une équipe ultra motivée qui se déplace sur la Côte d'Azur. Une équipe qui devra se passer cependant des services de sa meneuse Gabriela Leskova, blessée lors du dernier match. C'est le coup dur parce que c'est une meneuse et donc c'est elle qui emporte le groupe. C'est un poste important. Mais bon, on va essayer de pallier son absence et de remporter le match. Il faut faire avec. Maintenant, à chaque fois que le groupe a été dans la difficulté, un petit peu notamment au niveau des blessures, on a tout le temps trouvé les solutions. Le RVBC n'aura pas l'avantage du terrain, contrairement aux Niçoises qui, elles, affronteront Limoges en demi-finale samedi. Ces deux formations se retrouveront peut-être dimanche à 20h pour la grande finale. Et c'est évidemment tout ce qu'on leur souhaite. Et précisons que si les basketteuses lyonnaises atteignent la finale, le match sera retransmis sur notre chaîne. Et quel que soit le résultat du week-end, les Vendéennes seront les invités de 85 chronos lundi en direct sur TV Vendée. Et on prend des nouvelles d'un autre sportif, puisque dans le monde du cyclisme, ce jeudi, c'était la deuxième étape des 4 jours de Dunkerque. Et Brian Cocard termine deuxième après un sprint final avec le coureur de Cofidis. Et malgré la déception de la journée, après une victoire la veille, le coureur du Team Europcar reste en tête du classement général. On va découvrir à présent une discipline qui fait progressivement son apparition en France. Il s'agit du Wakepark, un téléski nautique alliant la pratique du surf. Après Saint-Gilles-Croix-de-Vie, un site ouvrira donc ses portes dans quelques jours à l'Aiguillon-sur-Mer. Après des mois de travaux et de démarches, Karl Laboureux a donc retrouvé les 2 jeunes entrepreneurs sur le chantier. Dernier pylône à monter, restera ensuite la mise en place des câbles, la sécurité et l'embellissement du site. Et le Wakepark de l'Aiguillon-sur-Mer sera fin prêt à ouvrir ses portes début juin. Les passionnés de glisse, débutants ou confirmés, y découvriront l'un des 5 plus importants téléskis nautiques de France avec ses 750 mètres de long. C'est comparable au tire-fesse au sport d'hiver ou au télésiège. C'est un système de traction électrique qui permet de glisser sur l'eau avec différents supports. Donc les kneeboards, planche à genoux, ski nautique, traditionnel biski, et le wakeboard qui est similaire au snowboard, c'est-à-dire que c'est une planche où on glisse de deux côtés. Une discipline apparue en France dans les années 70. Aujourd'hui, on compte dans l'Hexagone seulement une petite centaine de wakeparks. Plusieurs projets ont été abandonnés en raison des contraintes environnementales, notamment, ce qui n'a pas freiné les 2 jeunes entrepreneurs de 28 ans. C'est déjà un projet de passion. Nous, on est tous les 2 passionnés par l'océan, tous les sports de glisse, les sports aquatiques. Julien était plutôt dans l'environnement commercial, dans un office de tourisme. Moi, j'étais juriste avant. Mais bon, ça nous a pas empêché de pratiquer tout un tas de sports de glisse différents. Et je pense que c'est la passion essentiellement qui a fait naître un peu ce projet. Et c'est comme ça qu'il a abouti, tout simplement. La passion, mais aussi le travail. 2 longues années de démarches administratives auront été nécessaires. Un projet de 600 000 € récompensé plusieurs fois, notamment par les réseaux Entreprendre Vendée et Initiative France. Et un projet créateur d'emplois, puisqu'en pleine saison, 7 personnes travailleront sur le site. Avant ça, l'ouverture prévue début juin et les premiers essais dès ce week-end. Et avant de refermer cette édition à la veille du 8 mai, on va se replonger dans l'univers de la Seconde Guerre mondiale, mais avec un thème beaucoup plus léger qu'en début de journal, puisqu'on va parler d'une bande dessinée qui reprend le thème de cette époque. Alors sans l'avoir lu, certains d'entre vous connaissent d'ailleurs peut-être déjà les personnages. Il s'agit de la série télé Un village français, une série diffusée depuis 6 ans sur France 3 et qui reste aujourd'hui l'un des grands succès avec plus de 3
millions de téléspectateurs. C'est elle que la série vient d'ailleurs d'être adaptée dans 25 pays. C'est donc l'histoire d'un village français bouleversé par l'arrivée de l'armée allemande en juin 1940. La bande dessinée, quant à elle, nous raconte les années d'avant-guerre et c'est un Vendéen qui en est le scénariste. L'occasion pour nous d'aller à sa rencontre. Pour adapter en bande dessinée la série Un village français diffusée sur France 3, les éditions Soleil ont fait appel à un auteur vendéen, Jean-Charles Gaudin. Contrairement à la série qui se déroule sous l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, le tome 1 de cette BD, intitulé 1914, se déroule 25 ans plus tôt, à l'aube de la Grande Guerre. Les lieux et les personnages restent les mêmes, mais qu'en était-il un quart de siècle plus tôt ? Il a fallu tout inventer, faire presque une fiche d'état civil de tous les personnages, savoir de qui ils venaient, quels étaient les parents, les grands-parents, les relations, les amis, les gens avec qui ils s'entendaient bien, moins bien, etc. Et je pense que c'est une série là du coup qui va beaucoup tourner autour du père des Larchers, quoi. Mise en image par le crayon très réaliste de Vladimir Alexis, cette bande dessinée va faire l'objet d'une campagne de publicité dans le métro parisien. Une manière pour Jean-Claude Gaudin de toucher un plus grand nombre de lecteurs. Et si tout va bien, 3 tomes devraient voir le jour. On sait qu'on s'adresse à un public qui aime la bande dessinée, mais pas seulement. C'est-à-dire il y a aussi les gens qui vont aimer la série, qui connaissent peut-être pas trop la bande dessinée, mais avec ça vont découvrir le passé des personnages. Donc là, oui, on touche aussi un autre lectorat. Depuis ses débuts d'auteur, il a écrit et fait éditer plus de 70 ouvrages. Et parmi les petits derniers, les enquêtes du Mystérium viennent de se voir remettre le prix jeunesse de la bande dessinée de la Foire du Livre de Saint-Louis. Pour nous, auteurs, c'est intéressant. C'est au moins le lecteur qui donne le prix et pas des critiques pour une fois. Autre actualité, la sortie d'un nouveau tome des Arcanes du Midi-Minuit, l'épisode 2 de l'affaire des origines, un travail qu'il a réalisé en collaboration avec le dessinateur lyonnais Cyril Trichet. Pour terminer ce journal, on fait un point sur les prévisions et ce 8 mai pourrait bien être le dernier jour de gris. En effet, demain, le vent et la pluie resteront présents. Mais à partir de samedi, le ciel devrait progressivement se dégager pour laisser la place au soleil et même à la chaleur à partir de dimanche. Dans un instant, le point complet sur la météo, c'est avec Armelle Pavageau. Et désormais, vous avez rendez-vous avec l'actualité vendéenne à partir de lundi. Et c'est Samuel Grasset qui se retrouvera à cette même place. Vous avez déjà pu le rencontrer ou du moins l'entendre au travers des reportages proposés dans le journal. Il s'installe donc à la place de Caroline Tronche, absente depuis plusieurs mois, comme vous avez pu le remarquer, et qui vogue vers de nouveaux horizons professionnels. Quant à moi, j'ai été ravie de passer ces 8 derniers mois au quotidien avec vous. Et c'est avec ces nouvelles que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très beau week-end prolongé à tous.